Merci à toutes et tous d'être parmi nous pour cette restitution dans ce magnifique lieu. Et nous avons donc un partenariat très rapproché avec le Philanthrope Lab qui nous accueille à de nombreuses reprises qui nous a accueillis et va nous accueillir depuis sa création. Et nous avons donc un mot d'accueil d'Abba qui est responsable de la programmation de ce magnifique lieu. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup Yael. Merci à vous tous d'être présents. Donc, bienvenue au Philanthrope Lab. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici à l'occasion de la restitution de l'AFF. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, en fait, le Philanthrope Lab, c'est le lieu dédié à la philanthropie, aux associations, aux fondations, aux acteurs solidaires en fait, qui font vivre la générosité et la solidarité à travers leurs engagements tous les jours et qui surtout permettent de faire avancer un nombre incalculable de causes. C'est la raison pour laquelle nous sommes très honorés d'avoir pour partenaire l'AFF, avec qui nous partageons beaucoup d'engagements et de valeurs. Et d'ailleurs, j'en profite au nom de tout le Philanthrope Lab pour vous remercier à nouveau pour votre confiance et pour vous témoigner surtout notre soutien. Et avant de laisser la parole à Jonathan, le président de l'AFF, je vous invite à vous approprier les lieux, à le visiter lorsque vous le pourrez, à nous solliciter si besoin, parce que le Philanthrope Lab, c'est aussi chez vous. Voilà. Bon après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Jonathan Hutte-Dufossé. Je préside l'AFF depuis quelques mois, après 2 années au sein de son conseil d'administration. Donc, on voulait d'abord et avant tout vous remercier pour votre présence aujourd'hui et pour venir assister du coup à cette restitution. Cette étude, du coup, elle avait, ou en tout cas la journée d'aujourd'hui ou l'après-midi d'aujourd'hui, elle a pour objectif de présenter évidemment l'étude qui a eu lieu, de vous en présenter non seulement les résultats, mais aussi la méthodologie avec laquelle elle s'est déroulée, et donc une méthodologie qui à la fois est faite d'innovation et avec un principe d'action qui repose essentiellement sur ce qu'est l'AFF, fondamentalement, qui est celui de la collaboration. Alors on parle beaucoup à l'AFF des stratégies d'alliance et des alliances stratégiques, et en fait finalement collaborer les uns avec les autres à différents niveaux et différentes natures de personnes ou de personnalités morales, ça correspond aussi finalement à un des principes d'action de l'AFF. Et donc dans le cadre de cette étude, plus de 80 personnes et plus de 100 du coup aujourd'hui finalement auront participé à leur manière à cette projection dans le futur et à cette grande aventure qui est d'imaginer finalement ce que sera le fundraising dans 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on a voulu cette étude ? D'abord parce que le fundraising et de manière générale le secteur de l'intérêt général est en plein essor. C'est en plein essor, et parce que c'est en plein essor, du coup, et que c'est en pleine mutation, c'est forcément un sujet de questionnement fort de savoir non pas quand les fundraisers vont disparaître, mais que vont-ils devenir ? Comment est-ce que leur métier, notre métier va évoluer ? Comment est-ce que finalement on peut essayer de réfléchir à ce que sera notre métier, que ce soit le leg, le marketing direct, le data management, etc., à horizon 2033. Ce contexte du coup de grande mutation finalement où on voit que beaucoup de personnes deviennent de plus en plus fundraisers, soit professionnellement, soit pas encore professionnellement. Cette grande mutation, elle doit aussi s'accompagner parce que sinon elle va être sujette à controverse et je crois que cette semaine on en aura pour notre argent, sans mauvais jeu de mots, et parce que les périodes de mutation sont aussi faites d'incertitudes et que la meilleure façon de pouvoir naviguer dans cette incertitude, c'est finalement d'éviter de la subir, et pour éviter de la subir, c'est d'essayer de l'anticiper. Et finalement, ce travail de prospective, il est là aussi pour nous accompagner dans finalement le futur de notre métier. Et si on réfléchit, c'est quelque chose qui est hyper intéressant de se questionner constamment, aussi pour nous en tant qu'organisation, pour savoir comment mieux accompagner les professionnels du fundraising, les organisations, et parce qu'on sait très bien, et c'est un principe hyper darwinien, mais de se dire que les meilleurs, les organisations ou les fundraisers qui vont finalement traverser les époques, ça ne sont pas nécessairement les plus forts ou les plus intelligents, comme dirait Darwin, mais simplement ceux qui ont
réussi à s'adapter. Et réussir à s'adapter, ça veut dire anticiper et donc voir arriver la vague plutôt que de nous la laisser nous submerger. C'est donc un souhait qui est fort à l'AFF d'adapter pour le mieux notre façon de vous accompagner en tant que personne morale ou physique. Et c'est finalement possible si nous le faisons du coup par cette capacité d'anticipation, d'adaptation et presque de prévention. C'est aussi un signe fort qu'on souhaitait pour les 30 ans de l'AFF. Aujourd'hui, l'AFF a 30 ans. On se projette, donc c'est une belle jeune femme. Dans 10 ans, en 2033, l'AFF aura 40 ans. Ah, donc l'AFF est une belle jeune femme. Dans 10 ans, on va essayer d'éviter la crise de la quarantaine. Et donc cette étude pourra peut-être aussi y répondre. Je ne juge ni de l'âge ni du physique des personnes avec lesquelles je travaille ou même les autres. Et donc finalement, c'était aussi un moyen pour nous d'éclairer à la fois nos ambitions stratégiques, nos réflexions stratégiques pour l'AFF et pour ses membres. Et donc pour tout ça, je remercie Noémie et le travail qu'elle a effectué, en partenariat évidemment à différents niveaux avec les salariés de l'AFF, avec le conseil d'administration, avec des personnalités proches de nous, des experts et des institutions. Et je vous souhaite du coup une excellente après-midi. Alors, pour que vous puissiez vous approprier pleinement les lieux, il y a une première étape, c'est de vous connecter au Wi-Fi du Philantrolab, parce qu'on va vous faire voter à certains moments, ça va être interactif. Donc le programme de l'après-midi qui s'annonce chargé, parce que cette étude s'est étalée sur 18 mois, ça fait 1 an et demi qu'on travaille, avec 120 personnes qui ont participé. Donc pour rendre justice à tout ce travail et à tout ce temps, il fallait prendre un peu de temps. On a donc une après-midi avec trois grands temps. Un premier temps d'introduction à la prospective et de présentation de la démarche pour vous permettre de comprendre un peu ce que c'est exactement la prospective. On en parle beaucoup, mais voilà, rentrer un peu dans le détail. Dans le détail de la démarche, des travaux qu'on a menés, et puis on va vous faire un petit zoom pour vous faire comprendre un peu comment on a travaillé, comment ça marche, sur un des sous-sujets de la démarche qui est le donateur de 2033. Qui est-il? Qui pourra-t-il être? On a ensuite une seconde partie qui sera la partie des scénarios. On a tiré de nos travaux 4 grands scénarios contrastés pour le fundraising et les fundraisers à horizon 2033. Et puis, on vous fera un peu réagir sur ces scénarios. On va échanger dessus. Et puis une troisième partie 3, une fois qu'on a ces scénarios, c'est super, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se préparer à ces scénarios? Comment anticiper? Comment avoir ce fameux coup d'avance? Et ça, ce sera le sujet de la troisième partie. Et puis un petit temps de conclusion. Alors, notre première partie, l'introduction à la prospective. Et avec, en premier sujet, comprendre la prospective. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous déjà un peu des prospectivistes. La prospective, c'est assez facile. Nous sommes tous des Jourdains de la prospective, donc je vous invite à rencontrer Monsieur Jourdain. Et Monsieur Jourdain a un problème, il doit prendre une décision très importante aujourd'hui. Monsieur Jourdain part en voyage en Norvège pour 15 jours, puis 1 mois et demi en Italie, sans repasser par chez lui, et Monsieur Jourdain doit faire une valise. Donc Monsieur Jourdain doit aujourd'hui prendre des décisions en avenir incertain. Il sait pas très bien, il n'a jamais été. Il a un projet qui est un peu éloigné dans le temps. 2 mois pour faire une valise, c'est long. Et donc il va commencer à se pencher sur le sujet avec la Norvège en février. Et la Norvège en février, somme toute, il se rend compte que globalement, il va faire froid. Il regarde un peu les prévisions météo, c'est pour les 15 prochains jours, donc on n'est pas très très loin. Et puis il regarde un peu la météo qu'il a fait les années d'avant, et puis en fait, il va juste faire froid. Donc l'incertitude est néante. Monsieur Jourdain prend des pulls, des doudounes et des moon boots. Il décide, il agit. La moralité, pas d'incertitude, pas de prospective. Pour l'Italie, en mars-avril, 1 mois et demi, les choses sont un peu plus complexes. Monsieur Jourdain prend des informations sur le futur et se rend compte que le futur est très très incertain, qu'il peut faire chaud, qu'il peut pleuvoir, qu'il peut faire froid.
consulte les historiques météorologiques, ça l'aide pas beaucoup, et donc Monsieur Jourdain doit décider en avenir extrêmement incertain. Il va donc consulter des experts, il va appeler ses amis italiens en leur disant « Comment tu fais, toi? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise ?» Il va se projeter, il va avoir des informations sur les stratégies de réponse à l'incertitude. Et que va faire Monsieur Jourdain? Il va adopter la stratégie de l'oignon et prendre de quoi faire des couches successives. Monsieur Jourdain a fait de la prospective. Nous sommes donc tous des Monsieur Jourdain, potentiellement plus les filles que les garçons, parce que, pour ne rien vous cacher, quand j'ai cherché une photo de valise très remplie sur Internet, il n'y avait que des filles assises sur des valises qui débordaient. Donc voilà, peut-être que la prospective est un sujet de femmes, je ne sais pas. C'est un autre débat. La prospective, c'est donc décider pour agir en avenir incertain. Et la bonne nouvelle pour la prospective, c'est qu'aujourd'hui, l'incertitude, c'est la seule certitude. Quand on a fait un atelier au mois de juin, avec une trentaine d'entre vous au séminaire, tiens, tu veux qu'on prenne un moment, je dis qu'il y avait 120 personnes qui avaient participé. Est-ce que dans la salle, j'en ai vu quelques-uns, est-ce que ceux qui ont participé déjà, soit au comité scientifique, soit au groupe de travail, soit à l'atelier de juin, peuvent lever la main? Voilà, on le prouve, vous étiez là. Et donc, quand on a fait cet atelier, j'ai demandé en ouverture quel était le mot qui désignait l'avenir pour vos organisations. Alors la première des choses, c'est qu'on a eu 30 mots différents, on n'en a pas eu de pareil. On a eu du développement, on a eu des gens qui se sont dit c'est du développement, on va se préparer. Bon, il y a eu des questionnements, il y a eu de la chienlit, on a eu une personne honnête. Évolution, transition, adaptation, voilà. Ça, c'est la vision des fundraisers sur le futur de leurs organisations. Et c'est un peu ce qu'on sent tous dans nos organisations, qu'on soit fundraiser ou pas. On sent bien que ça devient vraiment très concret depuis le Covid dans nos vies, qu'il y a une forme d'accélération du changement, qu'il y a des interdépendances croissantes, qu'un battement de ailes de pangolin peut nous interdire de voir le coiffeur pendant 3 mois. On sent que les modèles sont en bout de course et qu'il faut imaginer de nouvelles réponses. Et le but de la prospective, c'est exactement ça. C'est d'utiliser le temps long, la réflexion à un horizon un peu lointain, pour s'extraire justement de la pression du présent, du « je dois décider maintenant, c'est difficile, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est la systémique, pour dompter la complexité, c'est prendre l'ensemble des sujets et les faire fonctionner ensemble. Et puis, c'est une analyse des futurs possibles pour passer à l'action aujourd'hui. La prospective, c'est donc un domaine stratégique. Michel Godet, qui était directeur de la chaire de prospective du CLAM, résumait ça en disant « La prospective, c'est éclairer l'action présente à la lumière des... » Je suis désolée pour les gens de là-bas. J'ai l'impression de ne pas vous parler, ça m'embête. Éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles. Donc, cette étude prospective, c'est se demander qui seront le fundraising, les fundraisers en 2033 pour prendre des décisions aujourd'hui. C'est anticiper et explorer l'avenir pour se l'approprier, pour se dire quels sont les enjeux clés, que puis-je faire, et puis pour décider. La prospective, l'école française de prospective, elle est née à la fin des années 60 sous l'impulsion d'un monsieur qui s'appelle Gaston Berger, qui était directeur général à l'enseignement supérieur et qui s'est dit qu'on lui demandait de créer des écoles, et des universités, de pencher sur ce que serait l'avenir de l'enseignement supérieur, mais que c'était très compliqué, qu'on était dans un monde en grande évolution. C'était la période où on allait conquérir l'espace, où l'informatique se développait. Et dans une critique de la décision, il a dit exactement, c'est celle d'avant, le précédent n'est valable que là où tout se répète, quand tout change, les ensembles se désagrègent et il faut inventer d'autres façons de penser. Il a donc mis en place une série de méthodologies stratégiques que nous avons utilisées, mais il a surtout dit, c'est le titre de l'article, que la prospective, c'était une attitude. La prospective, c'est voir loin, s'interroger sur un horizon lointain, c'est voir large, la systémique, c'est voir profond, s'interroger en profondeur sur l'ensemble des sujets,
C'est prendre des risques, c'est-à-dire oser imaginer, oser se dire peut-être ça ne se passera pas comme prévu. Et c'est penser à l'homme, c'est une dimension humaniste. Il dirait sûrement penser à l'homme et à la planète aujourd'hui. On me pose souvent la question de la différence entre prospective, prévision et futurologie. La prospective, c'est imaginer les possibles, plusieurs options. La prévision, c'est se dire, toute chose égale par ailleurs, si ça continue à se passer comme ça s'est passé, ça se passera comme ça. Et ça, c'est le scénario tendanciel en prospective. C'est la ligne de fond. La futurologie, c'est une vision de l'avenir. Souvent un avenir qu'on construit déjà un peu quand il y a eu les chantres du monde d'après pendant le Covid. Ils disaient oui, le monde d'après sera vert, généreux, responsable, en guerre. Ça, c'est souvent un peu du lobbying. C'est un des scénarios. L'intérêt de la prospective, c'est de ne pas se dire il y a un scénario et on va s'y coller. Les scénarios que vous allez voir aujourd'hui, aucun d'entre eux va se réaliser en tant que tel. On ne va pas deviner l'avenir, on n'est pas des pitis. Les scénarios que vous allez voir aujourd'hui, c'est le regard des fundraisers sur leur avenir. Et au-delà de ce qu'ils décrivent, les choix qui ont été faits pour les dessiner sont aussi importants que ces dessins-là. L'avenir, ce sera probablement un mix des quatre, ou peut-être encore tout autre chose. Ce qui est intéressant, c'est les sujets qui les chatouillent. C'est où sont les irritants, où sont les possibles, les redoutés, les souhaités. Voilà pour cette introduction à la prospective. Donc, juste pour vous rappeler que la prospective, c'est une attitude et que nous sommes tous des prospectivistes. Donc, ça ne doit pas être si difficile de le pratiquer au quotidien dans son organisation. La prospective, au final, c'est simplement se donner des marges de manœuvre. C'est simplement se dire que si on a 4 attitudes face à l'avenir, la passivité, qui fait qu'on subit, la réactivité, qui fait qu'on s'adapte, ça c'est un peu l'agilité, hein. On a beaucoup parlé d'agilité ces dernières années. On court. Ben, la prospective, elle commence quand on est en préactivité. Quand on anticipe le changement, on se dit « Ah, ça va changer, j'anticipe ». Et puis l'idéal de la prospective, c'est la proactivité. C'est se dire « J'ai regardé les futurs possibles et je décide aujourd'hui qu'en fait, le futur, c'est celui que moi, je vais construire. C'est celui que je vais choisir de mettre en œuvre. » Parce qu'avec le pouvoir, celui d'observer et d'anticiper le futur, vient aussi la responsabilité, celui de décider et celui de faire advenir ce qu'on a envie de faire advenir. C'est beau, non, la prospective. La démarche de fundraising qu'on a faite avec l'AFF sur 18 mois, elle reprend un peu les 3 étapes que je vous ai décrites, anticipation, appropriation, action. Et d'abord, il a fallu on préciser les contours. Il a d'abord fallu décider d'un sujet, ce sujet qui est le fundraising et les fundraisers à l'horizon 2033. Le fundraising et les fundraisers, ça a été un vrai débat. On s'est demandé si on devait faire la prospective du fundraising, et donc des outils, des stratégies. On s'est demandé si on devait faire la prospective du fundraiser et donc faire rentrer dans le système de réflexion la question de la formation, du management. Et puis, on a choisi de ne pas choisir. On a choisi de rester très large parce que c'était important que d'abord qu'on aborde les fundraisers pour l'Association française des fundraisers et qu'on ne parle pas que de fundraising, mais que par le biais du fundraising, on puisse aborder les choses de manière extrêmement large pour que tout le monde puisse y reconnaître. Le défi absolu de cette étude, ça a été de se dire que chacun des adhérents de l'AFF, quelle que soit la taille de son organisation, qu'il soit tout seul avec sa petite association à porter le fundraising entre autres sujets, ou que ce soit un fundraiser d'une très grande organisation avec un service de fundraising qui compte 50 personnes, que ce soit quelqu'un de l'enseignement supérieur, de la culture, de la santé, de la solidarité, peu importe, que tous les fundraisers puissent se reconnaître dedans. Ce qui est un grand défi. On aurait fait beaucoup plus restreint, ça aurait été un peu plus simple.
L'horizon, c'est un horizon qui doit un peu dépasser celui du plan stratégique, qui doit vous amener à réfléchir un peu plus loin que la réflexion actuelle. Et donc, on s'était dit 10 à 12 ans, et puis on aimait bien 33, on trouvait que ça sonnait bien. Et puis, une méthodologie qui est un peu le voir large de notre ami Gaston Berger, ça a été de faire une prospective ouverte et collaborative autant que possible. On aurait pu faire cette étude prospective avec le CA de l'AFF dans un petit bureau, ça aurait été beaucoup plus rapide, certainement, mais il nous aurait manqué des regards. Plus on met de regards dans une étude prospective, plus on a de pixels dans l'image et plus l'image est fine. On a donc mené une démarche en 3 étapes, qui sont un peu les 3 étapes que je vous ai déjà décrites. Une première étape de diagnostic prospectif, où on a fait des ateliers facteurs de changement, où on a eu 6 ateliers avec 60 participants, des groupes, un groupe culture, un groupe enseignement supérieur, un groupe directeur de développement, un groupe young fundraiser, des jeunes ou des gens qui pratiquent le fundraising depuis peu de temps. Et on leur a demandé, selon vous, qu'est-ce qui va avoir un impact fort sur le fundraising et les fundraisers à l'horizon 2033 ? Et on a eu 160 propositions différentes, 160 regards différents sur qu'est-ce qui va impacter le fundraising et les fundraisers. En parallèle, on a eu des questionnaires rétroprospectifs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Avec une vingtaine d'experts. Et de cette première phase, on a tiré le système prospectif, la carte du futur, du fundraising et des fundraisers 2033. Une carte où on a retenu 11 grandes variables, grandes macro-variables, grands sujets qui rassemblaient un peu ce que le collectif pensait allait avoir le plus d'impact sur le sujet. Qu'on a un grand cadran engagement et générosité, qui a des variables un peu exogènes, un peu externes, l'économie, pouvoir d'achat et patrimoine, société de l'engagement. Et puis, 3 variables qui sont un peu plus sur des typologies de donateurs différents. Donc, on a une variable engagement des entreprises, une variable comportement du consommateur donateur citoyen, et puis une variable philanthropie stratégique et grand don. Merci pour la porte. On a un second cadran qui s'appelle environnement concurrentiel, donc, dans lequel on a les politiques publiques impactant le fundraising, dont les politiques fiscales de déduction des dons, gros sujet. Une variable typologie des causés collecteurs, qui va collecter des fonds d'ici à 2033. Et puis une variable modèle de développement des structures collectrices, dans quel ensemble de leviers de mobilisation des ressources et de l'argent le fundraising s'insère. Au-delà du fundraising, comment se financent les structures de l'intérêt général. Et puis notre dernier cadran, c'est celui qui est un peu le plus central. On a un cadran profil des fundraisers, une variable profil des fundraisers, une variable stratégie et outils de collecte, et puis une variable gouvernance et organisation du fundraising. Voilà, gouvernance, autre sujet qui a suscité de nombreux débats. Et puis, la phase 2, c'est la phase, vous vous souvenez, Gaston Berger, voir loin, en 2033, large. Là, on a essayé de construire la systémique, et puis voir profond. Et pour chacun de ces grands sujets, on a fait des dossiers d'analyse prospective, avec un sous-groupe par variable qui mêlait un peu des experts et puis des moins experts du sujet. Et ces dossiers, je vous les détaillerai un peu plus loin, s'interrogent sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans sur le sujet, qu'est-ce qui est en train de se passer, et puis qu'est-ce qui peut se passer d'ici à 2033 sur le sujet. Et pour chacun de ces sujets, on a fait une série d'hypothèses. Le sujet peut évoluer de telle manière ou de telle manière. Et par combinaison d'hypothèses, on est arrivé à 4 scénarios à l'horizon 2033. Donc les dossiers d'analyse prospective, je vous ai dit, les tendances passées, que s'est-il passé depuis 15 ans, les dynamiques en cours, qu'est-ce qui est en train de se passer là depuis 2-3 ans, les fameux signaux faibles, et puis les ingrédients du futur. Ces ingrédients du futur, ils sont de diverses sortes. Il y a les incertitudes majeures. Ça, c'est le truc, on sait vraiment pas comment ça va évoluer. Ça peut partir dans un sens ou ça peut partir dans l'autre. Et ça crée des hypothèses très différentes pour un même sujet. Les tendances lourdes, ça, c'est un peu la prévision. Toute chose égale par ailleurs,
Ça se passe comme ça depuis une dizaine d'années. Ça devrait continuer à se passer comme ça. Autant vous dire que depuis 2-3 ans, c'est compliqué de trouver des tendances lourdes en prospective. Les germes de changement, les fameux signaux faibles, les choses qu'on voit apparaître aujourd'hui et dont on se dit, si ça grossissait, ça pourrait devenir une tendance lourde de demain. Et puis les ruptures possibles. Alors, la rupture en prospective, pareil, jusqu'à il y a 3 ans, les gens avaient tendance à dire, vous les prospectivistes, vous êtes mignons avec vos ruptures, vous vous amusez bien, c'est le moment un peu créatif, c'est sympa. Depuis le Covid, soudain, on n'a plus besoin d'expliquer le concept de rupture, savoir un phénomène brutal qui a un impact sur l'intégralité du système. C'est beaucoup plus clair, ça nous simplifie beaucoup la vie. Et puis donc, avec tous ces ingrédients, on a un atelier spécifique qui permet de créer des hypothèses, plus ou moins 3 hypothèses par grand sujet. On les combine par analyse morphologique et on a 4 scénarios à la fin. Vous n'avez pas les titres, vous avez juste les petites tonalités. C'est un petit teasing pour vous garder en éveil. Et puis, on ne s'arrête pas au scénario, encore une fois, parce que le but, c'est de faire sa valise et c'est de décider. On a une phase 3 qui est encore en cours, qui ne fait que commencer. Une phase d'appropriation des scénarios, donc c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait à l'Open Lab au séminaire au mois de juin. Et puis, la question de décider et d'agir, donc se demander quels sont les enjeux transverses, quels sont les enjeux qui font que, quel que soit le scénario, au final, si je travaille cet enjeu-là, j'ai moyen de me préparer. Et puis, qu'est-ce que je mets en œuvre pour avoir ce fameux coup d'avance ? Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie méthodologique ? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements ou des réactions ? Oui. Alors, présentez-vous avant et merci. Alors, côté expertise prospective, nous avons Noémie qui s'est formée justement au CNAM et qui était accompagnée d'autres. Donc, tu avais le soutien de comment est-ce qu'elle s'appelle Voilà. Après, moi, en fait, juste une minute de présentation, peut-être. Comme je fais partie des meubles, puisque j'ai écrit le numéro 0 de Fundraising en 2005. Oui, vous avez le secret. Absolument, merci. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les sujets d'innovation sociale, de philanthropie, beaucoup avec l'AFF notamment, en freelance. Et puis il y a 4 ans maintenant, j'ai fait ce master de prospective au CNAM, qui est le seul master de prospective généraliste en France. Et j'ai rejoint l'équipe de l'équipe enseignante à un cabinet de conseil que j'ai rejoint et donc voilà, ils ont été en support derrière. Qui s'appelle le GERPA et on a on a aussi une plateforme collaborative de prospective dédiée à la prospective, un outil collaboratif qu'on a utilisé. Voilà. Et alors pour le reste des personnes qui ont contribué à l'étude, on avait créé des panels de différents proches de l'AFF. Vous en avez eu un certain nombre qui ont levé la main ici. Donc au total 110 personnes qui ont contribué plus ou moins activement. Certains se sont vraiment beaucoup impliqués et c'est vrai que l'équipe projet, ça a été Vivien, ici présent, Vivien Berger, moi-même et Noémie et une autre personne qui nous a fourni un appui qui n'est pas là aujourd'hui, Lucille Malnouri. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'équipe projet. Et il y avait un autre, oui. Alors, vous aurez un premier livrable qui va vous être donné à la fin, là. On voulait vous tenir en haleine et ne pas vous donner tout ça avant de vous être vraiment... Au revoir, Jonathan. Tu voulais faire... Voilà, donc vous aurez ce premier livrable et il y aura un livrable plus approfondi par la suite, mais ensuite on vous le précisera, c'est que le début d'un cheminement sur lequel on va essayer de vous accompagner au mieux.
Voilà, donc on va passer maintenant à la présentation. Il n'y a pas de questions de... Ah, pardon, excusez-moi, on ne vous voit pas bien du coup, désolée. Oui, monsieur. Alors, c'est ce que j'écrivais. C'est une démarche inédite. Moi, j'ai fait dans la prospective, il y a toujours un temps éventuellement de benchmark. Et souvent, d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, on prend ce qu'on appelle les études sur étagère, c'est-à-dire qu'on ne réinvente pas tout de zéro. Moi, je n'ai pas identifié d'études prospectives sur le fundraising et les fundraisers à l'international nulle part. Voilà. Il y a eu en Grande-Bretagne un cabinet qui est spécialisé sur les legs, qui fait de la prospective sur les legs, mais comme le but c'était surtout pas de rentrer dans les outils très précis, de se dire ça c'est des choses qu'on fera éventuellement, mais en fait cette étude c'est la ligne de fond sur lequel on va pouvoir éventuellement mener d'autres travaux derrière. Parce que, en tout cas, moi, s'il en existe, elles sont bien cachées, je les ai pas trouvées, parce que voilà. Donc, on a utilisé dans des variables de type évolution du contexte économique, on a utilisé des scénarios, on a repris les scénarios de l'OCDE, des choses comme ça. Enfin, voilà, des travaux. Parce que c'est pas nous qui allons faire une grande réflexion métaphysique, mais il fallait de toute façon l'adapter aux questions que ça posait pour le fundraising et les fundraisers, parce que. Alors ici, on a adopté alors, on s'est posé la question de savoir si on allait solliciter aussi un groupe de travail un peu international. Et puis, il y a un moment, il fallait qu'on resserre. Donc, on n'a pas eu d'approche internationale. En revanche, on s'est dit que pour la suite, on allait voir, on est membre assez actif de l'association européenne European Fundraising Association, qu'on allait voir si on pouvait proposer des choses pour approfondir avec eux certains aspects. Mais il fallait qu'on réduise un peu le périmètre quand même, parce que sinon on y serait encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on va pouvoir... Je vois pas tout le monde, donc je suis désolée si certains ont la main levée et que je ne vous vois pas. Donc, nous allons approfondir une des variables avec Vivien. Alors, on va faire un zoom sur la variable du comportement du consommateur, donateur, citoyen. En introduction, donc le fait de même rapprocher les termes consommateur, donateur et citoyen a suscité beaucoup de débats, d'interrogations, de discussions passionnantes, mais vous allez comprendre que c'était nécessaire. Donc on a eu un parti pris d'intégrer le don à l'ensemble des pratiques de la consommation du citoyen et notamment de sa consommation citoyenne et responsable. Pourquoi ce parti pris ? Parce que le don il est tributaire aussi et surtout de ce qu'on appelle le reste à donner de chacun, c'est-à-dire la somme qui chaque mois reste aux Français pour une fois que toutes les dépenses incompressibles sont faites pour donner à des associations. Donc ça nous semblait évident de lier tous ces sujets. Et c'est tout à fait vrai pour les petits dons. Plus que pour les grands, et c'est pour ça que on a dû prendre en compte toutes les grandes tendances de la consommation et l'engagement et la sensibilité de plus en plus grande à l'éthique au sein de la consommation. Donc voilà quelques questions clés qui ressortent de cette réflexion que je viens de vous présenter. C'est la place du don dans la consommation, quelles sont les modalités du don des particuliers et l'influence de l'évolution du comportement sur la générosité. Donc là, c'est ce que les fundraisers imaginent. Donc, ce sont quelques facteurs de changement qui datent du printemps 2021 et qui sont issus d'un atelier qui rassemblait une vingtaine de... C'est de divers ateliers, d'accord. Donc, ce qui ressort, voilà, on a ressorti 4 points saillants qui sont la possibilité de monter d'une injonction à donner pour les citoyens. Le zapping de la générosité. La générosité qui est un concept peut-être très, voire trop large, et le faire soi-même, notamment chez les plus jeunes consommateurs.
Et ça, c'est ce qui est issu du questionnaire rétroprospectif qui a été adressé aux experts du comité scientifique, mais aussi à différents experts que nous avons identifiés et à qui nous avons, que nous avons soumis à un questionnaire assez poussé sur chaque variable. Et il en ressort, pareil, voilà, on a ressorti trois grandes tendances. Donc les donateurs qui sont de plus en plus consommateurs de dons, donc la question du clientélisme pour les associations aussi. On a ressorti le besoin de moins en moins important d'avoir des intermédiaires pour être généreux. Et l'agir mieux, donc donner moins si on agit mieux au quotidien. Les tendances passées, c'est ce qui ressort quand on se penche sur les 10-15 ans de fundraising et de consommation, quand on se dédie à cette variable. Et alors là, donc on est vraiment sur le consommateur. On sent bien que depuis 10-15 ans, le consommateur, il est coincé entre le pouvoir et le vouloir d'achat. On sent qu'il y a une individualisation montante. Le consommateur, il fait de plus en plus attention. C'est un consommateur citoyen. Le don est intégré de plus en plus à la consommation. Et le consommateur, il est de plus en plus connecté. Et ça, ce sont vraiment les grands points qui étaient ressortis des 10 à 15 dernières années. Et logiquement, donc là, on passe aux dynamiques en cours. Là, on regarde vraiment ce qui se fait depuis quelques années. On est sur le aujourd'hui ou très récemment. Et là, ce qui est ressorti, c'est donc le don en lien avec ses pratiques quotidiennes. Le consommateur, il est de plus en plus impliqué, investi, jusqu'à en être radical. On a aussi donc toute un paradoxe entre les consommateurs qui veulent aussi se faire plaisir en consommant et les consommateurs qui sont en réalité des anti-consommateurs. Responsables. Anti-responsabilité. Du pétrole, du plastique. Et on a la forte influence de tout ce qui est label, notation, qui influe sur la manière de consommer, pour avoir donc aujourd'hui un consommateur qu'on n'arrive pas à cerner, qui est totalement polymorphe. Et pour demain, donc ça, ce sont quelques incertitudes et ruptures possibles, comme vous l'a expliqué Noémie tout à l'heure. Donc on retrouve la question de l'influence et de la notation. On a beaucoup de consommation locale, donc y compris pour le don. Se recentrer sur la consommation dite essentielle, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il advient du don ? Le boycott et la controverse, les scandales qui éloignent les donateurs potentiellement de certaines associations et fondations. Et pour conclure, là je vais faire un peu de lecture, j'en suis désolé, les 3 hypothèses pour le comportement du consommateur donateur citoyen. Alors la première, imprévisible et paradoxale. Chacun fait ses arbitrages sur mesure entre consommation activiste, produit bonne conscience et produit plaisir. Une consommation parfois très paradoxale et de plus en plus influencée par les communautés. Des dons pour des causes tenant à cœur, mais de plus en plus dictés par l'émoi de l'actualité ou les amis réels ou virtuels, peu importe le sujet. Beaucoup de générosité sans y penser, par la consommation ou les usages médias, le clic solidaire. On a une autre hypothèse, que le consommateur il est militant et exigeant. Fort virage vers les produits éthiques et verts, alignés avec les valeurs de chacun. Une exigence aussi pour les dons, renforcée par la démultiplication des opportunités de donner et par le sentiment d'avoir déjà donné, en consommant responsable ou en adoptant des pratiques vertueuses. Face à cette substituabilité des pratiques, une générosité de plus en plus réfléchie et sur preuve d'un impact positif au-delà de l'action de terrain. Impact CO2, parité de la gouvernance, etc. Et enfin, le consommateur frugal, choisi ou subi. Les Français ont des pratiques de consommation de plus en plus fracturées et frugales, notamment par contraintes financières. Les frugaux choisis, les éco-responsables, s'engagent de moins mais mieux, soutenant des initiatives choisies selon leurs valeurs avec un fort tropisme environnemental.
Et les frugaux subis ils adhèrent aux formes de soutien qui ne leur coûtent rien, les mécanismes de dons sponsorisés, les pétitions, les dons de temps, etc. Voilà, donc 3 profils qui sont issus de tout ce travail prospectif. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent dans cette première variable et ces premiers scénarios sur ces variables, des réactions là Pardon. Je prends le micro. Éric Vacher, Association Planète Mer. Moi, j'ai une lecture quand je vois ça où je me dis que ça ne sera pas forcément 3 scénarios indépendants les uns des autres, mais je vois plutôt des groupes de personnes. Comme on voit souvent en sociologie, on aura effectivement probablement dans le même temps ces 3 types. Après, à quel pourcentage chacun, on n'en sait rien. Mais je vois plutôt comme ça, quoi. Et non pas comme des groupes exclusifs. Absolument, et c'est ça qui varie derrière dans les scénarios. C'est au final jusqu'où ça va, à quel point on est vraiment l'un dans l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que cette hypothèse, cette variable, c'est le premier groupe de travail qu'on a fait en janvier dernier, ou décembre même dernier. Donc la première série d'hypothèses qu'on a faites est donc la sobriété et la frugalité qui sont très 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 à la mode depuis 15 jours. On n'en parlait pas comme ça en décembre ou janvier dernier. Donc et on voit déjà qu'en fait en l'espace de, je pense que si on nous avait demandé au sortir de l'atelier, à votre avis, personnellement, si on avait fait voter le groupe en se disant bon, ils vont aller où, on aurait peut-être misé un peu sur entre 1 et 2. Et puis si on faisait voter aujourd'hui, peut-être que ce serait le 3 qui l'emporterait. Donc c'est encore une fois, c'est tout l'intérêt de la prospective et des hypothèses et des scénarios un peu complémentaires, c'est de balayer le champ. Voilà. Au sortir de l'atelier, on s'est dit, avec ces 3 hypothèses-là, on a balayé le champ de ce que pourrait être le consommateur, donateur, citoyen à l'horizon 2033. Puis peut-être qu'il se passera encore quelque chose, mais en tout cas, dans les ruptures, dans les incertitudes, dans la fameuse grammaire prospective qu'on vous a montré un peu en version très succincte, parce qu'il y a de la matière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? J'ai cru voir une main se lever par là-bas, non? Non. Ah oui, la même question, d'accord. Mais juste pour reprendre un sujet sur le contexte et l'actualité, il y a une partie des réunions et des travaux qu'on a effectués en période électorale, et de la même façon, il y avait des teintes qui ressortaient, des inquiétudes, et le fait qu'on ait ensuite poursuivi a permis de neutraliser certains impacts conjoncturels donc ça c'était assez intéressant. On a fait, je vois Catherine qui fait oui de la tête, on a fait des réunions où on était vraiment tous en mode dépression collective, et c'était vraiment que des choses très catastrophistes. Donc voilà, c'est heureusement c'était les ateliers des scénarios. Heureusement qu'on a fait l'atelier des scénarios en 2 fois et qu'il y a eu un petit autocorrect. Voilà. Parce que la première mouture des scénarios était un peu dark ou très dark, ou sortons-nous jeter dans la scène directe. Voilà. Donc on va pouvoir attaquer la partie 2 maintenant sur les scénarios issus de cette démarche, et donc nous allons attaquer sur la partie 2 avec les scénarios issus de la démarche. Et là, je te repasse la parole. Tout à fait. Et donc, nous avons 4 scénarios à horizon 2033 pour le fundraising et les fundraisers au bout de tous ces travaux, de toute cette étude. Un premier scénario qui s'appelle un fundraising sous tension en transformation progressive. Scénario de transformation progressive. Un scénario 2 qui s'appelle un fundraising aux prises avec un fort mouvement d'hybridation profit non-profit. Un scénario 3 qui s'appelle un fundraising recentré sur les hyper-proximités. Et un dernier scénario qui s'appelle un fundraising moteur de coopération au service des communs. Et attention, parce que c'est maintenant le grand moment technologique de l'après-midi. Normalement,
Vous n'allez pas être, vous allez pas être libéré de ma voix puisque j'ai enregistré ces scénarios avec une grosse crève, donc j'ai un peu l'impression que c'est dans une caverne, mais normalement, merci, on va ajuster le volume, ça devrait défiler tout seul. Scénario 1. Un fundraising sous tension, en transformation progressive. Scénario 1. En 2033, la société française est assez divisée. L'État incite les citoyens à créer du collectif, notamment par la démocratie participative ou le bénévolat, mais chacun se centre surtout sur ses communautés, réelles ou virtuelles. L'économie oscille, avec des décrochages réguliers du fait de crises mondialisées de plus en plus fréquentes. Les dépenses contraintes rendent les fins de mois difficiles pour beaucoup. Les patrimoines continuent à se concentrer. Malgré les pressions sur la déductibilité de la générosité, notamment sur le mécénat des grandes entreprises, l'État a continué à offrir de forts encouragements fiscaux au profit des associations et fondations collectant des dons. Ceci alors que la part des subventions publiques dans le financement de l'intérêt général a continué à se réduire. Les structures collectrices doivent aussi composer avec des contraintes plus fortes sur le marketing. Des réglementations sur la protection du consommateur et le marketing responsable encadrent fortement les appels à dons. Des mentions légales imposent par exemple de justifier des équivalences de dons dans les campagnes de collecte ou du bilan carbone de ces campagnes. Les consommateurs fluctuent entre consumérisme, forte attention au prix et quête de produits plus respectueux de la planète, des hommes et de leur santé. Ils font leurs arbitrages entre produits activistes, produits bonne conscience ou produits plaisir, avec parfois de grandes contradictions. Leur générosité, contrainte par le reste à donner, est également aléatoire entre soutien engagé et dons ponctuels suscités par des crises ou des amis, sans toujours comprendre qui appelle aux dons derrière ses proches ou s'intéresser à la déductibilité de ces dons. Sous pression réglementaire et citoyenne, les entreprises ont avancé dans leur transition écologique et leur responsabilité sociétale, fusionnant de plus en plus RSE et mécénat dans une logique de mission ou d'engagement global. Quelle que soit leur taille, elles nouent des coopérations plus étroites avec les acteurs au service du bien commun. Leur mécénat se concentre souvent sur des appels de crise ou des dynamiques locales. La philanthropie s'est développée. Avoir sa fondation est devenu un marqueur social important pour les hauts patrimoines. Certaines de ces fondations ont des stratégies abouties, visant la meilleure efficacité sociétale sur un sujet choisi. Les philanthropes sont ainsi plus nombreux à lancer leurs initiatives. Mais dans l'ensemble, la grande générosité, qui n'est pas toujours à la hauteur du potentiel des philanthropes, se dirige encore beaucoup vers des associations coup de cœur, des institutions prestigieuses ou des appels de crise. La prise de conscience d'enjeux sociétaux partagés a poussé sur le devant de la carte des causes des thématiques prioritaires, particulièrement le champ environnemental. Sur ces sujets, le nombre d'acteurs collectant plus ou moins activement s'est multiplié, avec de nombreux collectifs, une quantité croissante de structures publiques et un écosystème for good foisonnant. Aux côtés de ces grandes thématiques, une foule de microcauses variées fourmillent, parfois en lien fort avec une personne ou un moment d'actualité. Dans ce contexte, les associations et fondations éprouvent de plus en plus les limites de leur modèle de développement des ressources, particulièrement les plus dépendantes aux fonds privés. Siloté et subissant les objectifs de collecte, le fundraising est en tension entre projets à financer et trésorerie serrée. Mais la diversification des ressources se révèle difficile, notamment du fait de la frilosité des conseils d'administration et des directions. Elle se cantonne souvent à une collection d'expérimentations, parfois poussées par les partenaires entreprises ou les philanthropes, qui n'incluent pas systématiquement les fundraisers et ne permettent pas forcément de juguler la baisse des ressources. Une frange d'organisation a toutefois réussi à mettre en place des modèles de financement très diversifiés. Des startups sociales à la culture entrepreneuriale, mais aussi des acteurs plus anciens, de manière très volontariste ou après avoir rencontré de graves difficultés. Dans ces organisations, les rapports sont plus fluides entre le fundraising et l'ensemble des services. La vision des ressources s'est élargie, incluant dons, capital humain, partenariat. Les gouvernances appuient ces évolutions et la création de directions élargies du développement conçues autour du fundraising. Hors de ces organisations, les stratégies de collecte n'ont pas massivement évolué par rapport aux années 2020. Elles ont étendu leurs cibles vers des potentiels à plus forte valeur et ont mieux intégré les cycles relationnels digitaux et offline. Mais les ambitions de stratégie marketing à 360 degrés et d'individualisation des parcours donateurs n'ont pas totalement abouti, alors que le monde marchand pousse toujours plus loin le curseur du sur-mesure. Finalement, elles avancent surtout par assemblage d'outils au service de propositions d'engagement souvent cantonnées aux dons et continuent à exploiter jusqu'au bout les possibilités de déduction fiscale ouvertes par Bercy. Le nombre de fundraisers professionnels s'est développé. Mais parallèlement, de plus en plus de profils le pratiquent sans se réclamer de cette profession, notamment des multicasquettes portant le fundraising entre autres responsabilités au sein de petites organisations. Sur certains enjeux stratégiques, data, digital ou grands donateurs notamment,
des tensions sur le recrutement ont amené à de meilleurs salaires, même s'ils restent inférieurs au monde marchand. Profession qui a construit son attractivité sur son sens, le fundraising n'est plus si à part dans un monde où toutes les organisations avancent vers plus de responsabilités et d'engagement. Il peut n'être qu'un moyen de faire progresser ses compétences, qu'un passage dans une carrière, avec de vrais casse-têtes de management pour faire cohabiter des générations et des approches très diverses, pouvant devenir divergentes. Dans ce scénario, la société est divisée et l'économie est tendue. Le marketing est plus contraint par la réglementation. Les donateurs, philanthropes et mécènes oscillent entre fort engagement et générosité volatile. La carte des causes s'est polarisée entre thématiques prioritaires et foule de micro-causes, créant une forte concurrence. Les modèles traditionnels de développement des ressources touchent leurs limites, mais peinent à se renouveler hors d'une frange d'organisation volontariste. Les stratégies de fundraising ont peu évolué et fonctionnent par assemblage d'outils. Les fundraisers trouvent des degrés de responsabilité et de reconnaissance variés selon leurs organisations. Scénario 2. Un fundraising aux prises avec un fort mouvement d'hybridation profit-non-profit. En 2033, la société française est très fragmentée, notamment du fait d'une forte défiance des citoyens envers les partis politiques, les médias et même envers les associations. Le contexte économique est très incertain entre les tensions liées à des crises régionales ou globales et les pressions liées à la transition écologique des organisations. Le pouvoir d'achat des ménages reste fortement imputé par les dépenses contraintes, qui représentent plus du tiers de leur budget. L'État n'a pas réduit les taux de déduction liés aux dons, même si la mesure a été régulièrement débattue, créant de l'attentisme chez les donateurs. En quête de ressources fiscales, il a toutefois rendu le cadre moins incitatif en instaurant progressivement de nouvelles conditionnalités à la déduction de la générosité en fonction d'un statut de grande cause, de critères d'impact sociétal ou de niveau de frais de structure. L'attribution des subventions publiques en construction est également de plus en plus dépendante de la nature de la cause et des preuves d'efficacité de l'action. Les consommateurs sont devenus plus exigeants, y compris pour leurs dons. Ils privilégient beaucoup les prix, mais conditionnent de plus en plus leurs achats à une forme d'engagement, même s'il peut n'être qu'un vernis de bonne conscience. Pour leur générosité, ils s'intéressent de plus en plus sérieusement à la responsabilité des associations et fondations qu'ils soutiennent, ainsi qu'à leur mode de fonctionnement au-delà de leur action de terrain. Les entreprises, de plus en plus contraintes par la transition écologique, ont rationalisé leur engagement pour l'inscrire au plus près de leur cœur de métier. Elles choisissent soigneusement leurs partenaires associatifs, qu'elles challengent sur leurs impacts, forçant parfois leur montée en compétences. De plus en plus expertes de l'intérêt général, elles hybrident leurs organisations, créant filiales et joint ventures à vocation sociétale, ou accompagnant le développement des projets d'intrapreneuriat social de leurs salariés. La philanthropie personnelle et familiale a fortement accéléré, augmentant elle aussi son niveau d'exigence et d'implication, même à des niveaux de contribution financière relativement modérés. Dans tous les secteurs de l'intérêt général, les fondations de philanthropes ont recruté des talents, concentrant peu à peu les stratèges et les moyens financiers. Elles développent des programmes de soutien ou des projets de plus en plus sophistiqués. Le paysage des causes collectant des fonds a explosé, de plus en plus indépendamment de la déduction fiscale. Il s'étend de la cagnotte individuelle aux organisations planétaires, notamment environnementales, des causes les plus fondamentales aux causes les plus fugaces, au gré des crises ou des emballements sur les réseaux sociaux. Dans ce paysage où tous les sujets peuvent devenir des causes en un clic et où tout le monde devient collecteur, y compris les entreprises, les associations et fondations ont parfois du mal à continuer à faire valoir leurs spécificités. Dans cet univers fortement concurrentiel et de moins en moins ancré dans la dichotomie profit ou non-profit, un grand nombre d'organisations très dépendantes au fundraising arrivent à un point de rupture. Elles amorcent un large mouvement d'hybridation de leurs ressources, basculant massivement vers des activités génératrices de revenus. Une part d'entre elles a organisé assez tôt sa transition, s'inspirant notamment de start-up sociales, et a réussi à trouver de nouveaux équilibres, parfois par le biais de partenariats allant jusqu'à la joint venture avec des entreprises. Mais c'est au pied du mur que beaucoup enclenchent la transition, devenant souvent, à des niveaux variés, des fournisseurs de projets d'intérêt général pour les philanthropes, les entreprises ou les pouvoirs publics. Les organisations les plus militantes se recentrent sur leur ADN pour réengager fortement bénévoles et adhérents. Mais la transition n'aboutit pas toujours, et certaines organisations doivent réduire leurs activités, parfois drastiquement, ou se résoudre pour survivre à intégrer les groupements d'entreprises sociales qui se multiplient. Ces évolutions un peu à marche forcée offrent une place aléatoire aux services fundraising, notamment en fonction de leur relation avec les gouvernances. Poussées par les tensions sur les ressources et les exigences des mécènes, celles-ci se sont en effet saisies des enjeux de développement. Elles ont connu un renouveau générationnel et culturel avec des profils plus commerciaux et financiers,
ce qui a parfois créé de fortes tensions internes. Selon les cas, elles peuvent ainsi faire des services fundraising des moteurs de la diversification des ressources. Mais elles peuvent aussi piloter directement les stratégies, dictant alors, sans forcément les consulter, leur marge opérationnelle aux fundraisers. Les stratégies de fundraising ont pris un tour plus horizontal afin de catalyser les dynamiques d'engagement des supporters et partenaires. Communication, collecte et services digitaux travaillent plus systématiquement ensemble pour aligner les appels autour de modalités variées de s'engager. Pour chapeauter l'ensemble, de nombreuses marques associatives ombrelles ont été développées. Elles regroupent des écosystèmes de projets portés par l'association, des structures partenaires ou même des appels directs de bénéficiaires. Du côté des fundraisers, l'explosion des structures de toutes sortes pratiquant le fundraising et le besoin de développer de nouveaux leviers de développement ont amené à une forte montée des profils qui portent le fundraising entre autres responsabilités. Les parcours sont plus mixtes, basés sur des compétences de catalyseurs d'engagement plus transférables entre les univers non-profit et marchands, ce qui permet un léger rééquilibrage des rémunérations. Seules les grandes marques associatives conservent des équipes de spécialistes du fundraising. La majorité des associations composent des pools de généralistes de la mobilisation. Les compétences les plus techniques sont déléguées à un écosystème pléthorique de prestataires, agences, consultants. Dans ce scénario, le climat économique et social est très tendu. L'État instaure peu à peu de nouvelles conditionnalités à la déduction fiscale des dons. Les donateurs et philanthropes deviennent plus exigeants sur l'ensemble des impacts et sur l'organisation des associations et fondations qu'ils soutiennent. Les entreprises sont désormais des actrices incontournables de l'intérêt général. L'écosystème des causes et collecteurs explose, y compris les entreprises, ce qui crée une très forte concurrence et pousse à la diversification, voire à l'hybridation des ressources. Un mouvement mi-choisi, mi-subi est souvent porté par des gouvernances renouvelées, plus investies dans le développement. Les stratégies de fundraising deviennent plus horizontales, les marques associatives ombrelles fleurissent. Pour les fundraisers, ce scénario offre une reconnaissance aléatoire, alors que les parcours deviennent plus mixtes et les profils plus hétéroclites. On vous fait une petite pause à la moitié. Il y en a encore 2 autres. Parce qu'il y a 2 autres scénarios. Est-ce que ça va? Est-ce que vous tenez le coup? Oui. Donc, ces 2 scénarios-là étaient des scénarios... Pardon. Des scénarios qu'on peut qualifier de tendanciels. Un peu plus tendanciels. Conçus comme tels, mais ce qui ne veut pas dire que... Voilà. Ils sont plus probables. Pour rappel, le scénario 1, donc un fundraising sous tension en transformation progressive. Et donc celui-ci sur l'hybridation des modèles profit et non-profit. Est-ce qu'il y a des réactions déjà à mi-parcours sur les scénarios? Donc nous avons 2 autres scénarios à vous présenter qui sont un peu plus, pas en rupture, mais voilà. Des réactions, non, on poursuit? Sans votre accord, on n'y va pas. Oui? Ok. Oui, ok. Allez, on y va. Avec la douce voix de Noémie. Vous en pouvez plus, aller plus. Si quelqu'un me réentend, personne ne va vouloir me parler après, tu sais, ça va être horrible. Je vais rester toute seule derrière mon poteau. Allez. Scénario 3. Un fundraising recentré sur les hyperproximités. Oui. En 2033, la société française est en archipel. Ce contexte a été entretenu par... Est-ce qu'il y a eu une forte dégradation de la crève au milieu de l'enregistrement des scénarios? Donc les deux suivants sont moins sonores. Alors, attends. Hop. Et ensuite... En 2033, la société française est en archipélisation et voit se multiplier les îlots de repli politiques, religieux ou de mode de vie. L'engagement ne s'exprime souvent que contre et de manière très virulente, une grande part des Français s'abstenant tout bonnement de participer au collectif. Ce contexte a été entretenu par des impasses économiques durables. Confrontés à des dettes massives et à la jugulation de crises de grande ampleur, les États européens, et notamment la France, sont en situation budgétaire extrêmement difficile. Les niveaux de vie des Français ont plongé, les dépenses contraintes et les inégalités ont explosé. Alors que la puissance publique abandonne un peu son rôle de catalyseur d'engagement pour se concentrer sur le régalien, elle se refuse toutefois à restreindre les déductions fiscales liées aux dons.
Elles forment un peu le dernier bastion du soutien de l'État aux structures de l'intérêt général, notamment celles qui agissent contre la précarité, d'autant que les subventions publiques ont été fortement réduites et se concentrent désormais sur une poignée de causes prioritaires: pauvreté, santé, soutien à l'activité économique ou environnement. Les consommateurs ont des pratiques de plus en plus frugales. Elles relèvent parfois d'un choix volontaire responsable, mais pour la plupart des Français, la frugalité est surtout subie. Ceux dont le reste à donner est suffisant soutiennent un nombre restreint de causes, avec un fort tropisme militant et hyper-local. Ceux dont le budget est trop comprimé réduisent fortement leur générosité et se tournent vers des formes de soutien non financières, dons sponsorisés, pétitions, dons de temps ou de vêtements. Face aux tensions économiques, les entreprises ont parfois vu leurs obligations environnementales s'alléger pour préserver l'emploi ou répondre à des enjeux de souveraineté. Concentrées sur le maintien de l'activité économique, elles ont restreint leur engagement volontaire et leur mécénat, ne continuant à soutenir que les projets les plus liés à leur cœur de métier ou des projets très locaux, parfois par des biais nouveaux, prêts de locaux, partage de salariés. Une grande partie des leviers de collecte auprès des clients ou des salariés ont été abandonnés. Le contexte pèse également sur la philanthropie. Beaucoup de hauts patrimoines privilégient le soutien à des proches ou à des entreprises en difficulté. Ceux qui restent engagés au profit de l'intérêt général développent des approches de plus en plus stratégiques. Ils mobilisent leur réseau et influent sur les stratégies des associations ou fondations. Ils peuvent aussi les soutenir par des dons non affectés, notamment dans l'optique de les aider à maintenir et à développer leur activité. Entre les collecteurs, une très rude concurrence s'installe, y compris avec un nombre croissant d'entreprises de l'ESS. Elle vire marginalement à une guerre des causes, portée par des supporters ou des dirigeants associatifs francs-tireurs, notamment sur les réseaux sociaux. Ce climat jette une forme de discrédit sur l'ensemble des acteurs de l'intérêt général et renforce la redirection de la générosité vers les formes de dons très directs, dons de la main à la main, soutien à des personnes mises en avant par des proches ou des personnalités, portail de dons en direct, projets de quartier. Alors que les bases de donateurs s'érodent, les appels à la générosité se polarisent entre très grandes contributions et dons les plus indolores possibles. Les mouvements de fusion et de mutualisation se multiplient, essentiellement pour des raisons de coût. Associations et fondations cherchent aussi des voies de diversification de leurs ressources, redéployant leurs outils de mobilisation, dont les activités génératrices de revenus, à des échelons très locaux, dans des logiques géographiques ou communautaires. Mais un bon nombre de structures périclitent. Les structures les plus en difficulté sont celles où la gouvernance et les équipes sont très résistantes au changement et qui continuent à entretenir un rapport ambigu à la question du développement des ressources et au fundraising, ce mal nécessaire. Peinant à proposer des offres d'engagement en phase avec les attentes des donateurs, elles voient leur soutien s'éroder parfois très rapidement. Dans les structures qui ont réussi à se mobiliser largement autour du développement des ressources, parfois à l'aune d'un renouveau générationnel de la gouvernance, le fundraising est devenu un pilote reconnu du financement. Les offres d'engagement ont été repensées dans des logiques d'hyper-proximité, notamment en désintermédiant beaucoup le lien entre donateurs et bénéficiaires et en se digitalisant fortement. Certaines sont ainsi devenues des portails de pair à pair. Elles développent un accueil sur mesure pour la philanthropie et ont fait évoluer leur stratégie de fidélisation afin de soigner les supporters fidèles, plus choyés que jamais. Dans ce contexte très tendu pour le développement, les profils des fundraisers évoluent au gré des investissements que les organisations sont prêtes et capables de mener. Les niveaux de rémunération très serrés ne permettent pas toujours de recruter des talents ou des spécialistes. Le secteur connaît ainsi une forte montée des profils qui portent le fundraising entre autres responsabilités. Les grandes organisations offrent une reconnaissance aléatoire à leurs directeurs du fundraising, privilégiant parfois des profils très spécialistes liés à leurs enjeux stratégiques, digital ou grands donateurs notamment. Dans ce scénario, une crise économique s'installe dans une société gagnée par le repli sur soi. Les citoyens se concentrent sur des préoccupations très proches d'eux. Les entreprises et philanthropes déploient leur soutien de manière plus restreinte et plus stratégique, alors que les donateurs plus frugaux privilégient le don le plus direct possible. Une forte concurrence s'installe, virant parfois à une guerre des causes qui pèse sur l'ensemble des collecteurs. Un mouvement de concentration est en marche, ainsi qu'un reformatage des leviers de développement dans une approche plus communautaire, mais nombre de structures résistantes au changement périclitent. Les stratégies, fortement digitalisées, misent sur la proximité avec un effort important sur la fidélisation. Les fundraisers sont fortement dépendants de la place que leur organisation peut ou veut leur laisser. Scénario 4. Un fundraising moteur de coopération au service des communs. Après des années de forte crispation, l'État et les corps intermédiaires, y compris les associations et fondations,
se sont mobilisés pour sortir de la controverse et organiser une participation citoyenne plus apaisée. Les rapports de force sont devenus constructifs. Dépassant les radicalités, les communautés poussent des revendications communes, même si elles ne sont pas d'accord sur tout. Le bénévolat devient un levier fondamental du ciment social, notamment au service de la gestion collective. Cet apaisement est favorisé par une baisse des incertitudes économiques, les modèles commençant à absorber le virage de la transition écologique. Une croissance modérée, basée sur une économie plus responsable et locale, s'installe. Si elle ne permet pas au niveau de vie de progresser significativement, une réduction des inégalités s'amorce. D'autant que les pouvoirs publics encouragent au développement de modèles inclusifs, soutien aux entreprises sociales ou expérimentation du revenu universel par exemple. Ce contexte a aussi incité l'État et les structures collectrices à réfléchir ensemble à la question du financement de l'intérêt général. Les déductions liées aux dons n'ont pas évolué, mais des mesures ont été prises pour soutenir d'autres sources de financement, prêts, investissements, revenus d'activité. De nouveaux outils articulant soutien public et fonds privés ont été développés et un véritable statut hybride alliant profit et non-profit est sur le point de voir le jour. De nouvelles poches de subventions publiques ont été créées pour soutenir ces expérimentations. La majorité des Français a beaucoup augmenté ses exigences de consommation responsable, ce qui se traduit aussi dans leurs dons. D'autant que les efforts consentis en consommant ou en adoptant des pratiques vertueuses peuvent parfois donner un sentiment de « j'ai déjà donné » face à des appels à dons qui se sont immiscés dans tous les pans de la vie. Cette substituabilité des pratiques et la surabondance d'occasions de s'engager rend la générosité plus réfléchie quel qu'en soit le niveau. Un arrondi en caisse, oui, mais dans une enseigne qui a démontré sa responsabilité. Un don, oui, mais si l'association prouve aussi l'exemplarité de son impact carbone ou la parité de sa gouvernance. Face aux ambitions de croissance durable, l'engagement n'est plus une option pour les entreprises dont les pratiques sociétales sont de plus en plus finement examinées, sanctionnées ou récompensées. Leur contribution volontaire au bien commun se développe et s'intègre fortement sous la poussée de patrons plus engagés et souvent plus jeunes, qui vont jusqu'à l'instaurer statutairement. Près de 20% des entreprises hors micro-entreprises ont désormais un modèle à mission ou incluant le partage. Le mécénat est de plus en plus souvent collectif. Un grand pan de la philanthropie personnelle et familiale a opéré à des recentrages stratégiques pour répondre à des enjeux sociétaux perçus comme prioritaires, notamment ceux poussés par l'État. Des alliances regroupant philanthropes, associations et fondations se sont multipliées. Si la tendance est au collectif, une part des philanthropes ne se retrouve toutefois pas dans cet élan. Ils développent leurs propres initiatives ou redirigent leurs capitaux philanthropiques vers l'étranger. La prise de conscience d'enjeux partagés amène progressivement à la rationalisation de la carte des causes et collecteurs. Elle a redonné de la légitimité et de la visibilité aux grandes causes, certaines étant adoubées par l'État, ainsi qu'à de grandes organisations collectrices. Elle a également amené à la montée en puissance de collectifs développant des projets communs et mobilisant les ressources de manière concertée. La générosité de pair à pair est devenue moins erratique qu'à une certaine époque. L'évolution des organisations vers des approches moins pyramidales et parfois de graves crises de gouvernance ont fait émerger de nouveaux modèles de développement au sein des structures collectrices fortement dépendantes au fundraising. Une large part d'entre elles, quel que soit le secteur ou la taille, en a fait l'affaire de tous, avec une forte volonté de désilotage. Des comités de pilotage pouvant inclure DG, directeurs financiers, DRH, direction terrain, membres des conseils d'administration ou encore des représentants des donateurs ou des bénéficiaires, travaillent de manière concertée avec les directions du fundraising. Cette logique collaborative s'étend hors des organisations, au sein des réseaux et collectifs. Ces évolutions organisationnelles, la démocratisation de leviers de financement autres que le don et les nouvelles coopérations ont eu un effet d'entraînement fort et rapide. La majorité des organisations ont réussi à diversifier plus ou moins profondément leur modèle autour des leviers historiques du fundraising. La capacité à proposer des portes variées d'engagement, financiers ou autres, est devenue un enjeu central. Les partenariats sont désormais perçus comme une ressource clé, particulièrement à l'échelon territorial. Les stratégies de collecte ont fortement intégré les cycles relationnels digitaux et offline. De sollicitations verticales, elles se sont réorientées vers de l'animation plus horizontale des supporters et donateurs, coordonnée entre l'ensemble des services, projets, communication, DSI ou direction financière. Certains choisissent de développer ou de rejoindre des collectifs ou groupes associatifs qui organisent l'optimisation des sollicitations des donateurs. Du côté des fundraisers, les métiers du fundraising sont devenus plus divers et stratégiques, alors que la capacité à mobiliser des engagements variés, y compris au sein de collectifs, est devenue un enjeu fondamental.
Face à la montée des attentes éthiques des donateurs, les compétences et valeurs déontologiques portées par les fundraisers professionnels sont de plus en plus recherchées et reconnues. Pilotes du développement, ils connaissent une revalorisation salariale, notamment grâce au soutien de mécènes sur les frais de structure. Des équipes variées sont de plus en plus intégrées par les structures collectrices, ce qui permet de construire de véritables carrières, avec parfois des spécialités sectorielles. Nombre de formations en management de la santé ou de la culture ont par exemple mis en place des masters dédiés au développement. Dans ce scénario, le climat socio-économique est en voie d'apaisement et voit des collectifs se mobiliser au service d'enjeux sociétaux partagés. Le décloisonnement public-privé non-profit est encouragé par l'État. Les donateurs sont de plus en plus attentifs à la responsabilité sociétale globale des associations et fondations. Entreprises et philanthropes contribuent à des collectifs. Les donateurs ont des pratiques plus substituables entre dons et engagement citoyen. La carte des causes s'est rationalisée autour de thématiques prioritaires. Ce contexte a fait émerger un fundraising plus collaboratif en interne et avec d'autres organisations. Et les structures collectrices ont mis en place des stratégies d'animation plus horizontales, intégrant des leviers de mobilisation variés. Plus reconnus, les fundraisers sont des moteurs du développement. Ça y est, c'est fini. Alors, les fundraisers face au scénario, on va un peu vous sonder, voilà, ce que vous en retenez. Alors, évidemment, vous n'avez pas tout retenu, mais c'est 4 grandes tonalités. Ce fundraising en transformation progressive, un peu en tension, ce fundraising aux prises avec ce mouvement d'hybridation qui vient du monde marchand et qui s'interroge un peu sur comment faire valoir ses spécificités, ce fundraising en univers économique et social très tendu qui se recentre un peu sur des proximités, et puis ce fundraising qui contribue à une société où les collectifs travaillent au service un peu des communs et où le fundraiser est un vrai moteur. Alors encore une fois, ce ne sont pas, aucun scénario n'arrivera probablement en tant que tel, ou alors c'est vraiment un grand hasard. Il y aura probablement des bouts des uns, des bouts des autres, et ce qui est, je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment s'en souvenir, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que ce sont les scénarios dans lesquels les fundraisers se projettent, et c'est le champ des possibles, voilà, essayer de balayer le champ des possibles à horizon 2033. Alors après, on s'est demandé est-ce que ça tient la route ? Et donc, on a, à l'Open Lab du mois de juin, dont je vous ai déjà parlé, soumis à la trentaine de fundraisers qui étaient présents, ces 4 scénarios, et on leur a demandé de voter sur la probabilité d'occurrence de chaque scénario. Donc, pour chaque scénario, les gens devaient donner une note sur 5, 1 étant je n'y crois pas du tout, ça n'arrivera jamais, et 5 étant c'est sûr que ça va se passer. Et voilà les résultats. Les 3 premiers scénarios sont relativement équiprobables. Je pense qu'il suffirait qu'il y ait juste une personne qui change de l'un à l'autre qui change sa note pour que les chiffres puissent éventuellement s'inverser. Et le scénario 4, qui est le plus joyeux, celui qui est en tout cas dans lequel les fundraisers ont la posture la plus proactive, et celui sur lequel on croit un peu moins, mais il est quand même pas très très loin derrière. Et ce que disent ces chiffres, au-delà du chiffre pur, est-ce que c'est 3,9 ou 3,6, c'est que les fundraisers au final ils croient à l'incertitude et croient que véritablement chacun des 4 scénarios a une chance absolument non négligeable de se produire, y compris le plus joyeux. Et maintenant, ça va être à vous de voter. Et c'est à vous qu'on va demander si vous vous sentez préparé avec... Normalement, alors vas-y. Alors, on va passer au vote pour vous faire travailler un petit peu. Flashez le QR code qui vous emmènera à un sondage où vous pourrez donner votre avis sur les scénarios. Et pour ce faire, on vous demande de prendre 10 minutes. On va vous donner 10 minutes pour tout ça et d'échanger avec votre voisin ou en petit groupe avant de donner vos réponses.
Oui, prenez le temps d'échanger entre vous. C'est aussi, ça facilitera l'appropriation de toute cette matière. Et un petit bonus aussi, pendant que vous prenez ce temps, comme vous avez été super sage et que vous avez bien écouté tous les scénarios, on va vous donner la petite brochure qui récapitule tout ça. Donc on va vous la distribuer pendant que vous répondez et que vous échangez. Alors pour le sondage, on vous demandera de répondre pour l'instant aux questions qui sont relatives au scénario. Selon vous, quel est le scénario le plus souhaitable et celui qui est le plus redoutable? Et comment vous vous sentez préparé en termes d'organisation du fundraising et de compétences pour chaque scénario? Voilà, et on garde la question sur les enjeux pour la fin de la présentation. Alors, une petite remarque. Plusieurs personnes me font la réflexion qu'ils ne sont pas en poste dans une structure. Projetez-vous dans une structure que vous connaissez. Si vous accompagnez des structures, voilà, projetez-vous ou dans une structure dans laquelle vous étiez en poste. Et si vous n'avez pas encore été en poste, ben là, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, essayez de répondre tant que vous le pouvez. Merci. Oui, vous pouvez aller jusqu'à la question 6. De toute façon, j'ai supprimé la question suivante que je remettrai après pour la fin de la restitution. Donc, vous pouvez répondre à toutes les questions. La 7, je l'ai enlevée. L'accès à la réponse a été supprimé. Alors, on va pouvoir reprendre et débriefer de vos réponses. Donc, c'est Vivien qui va piloter cette phase de débriefing. Tu as accès là, c'est bon? Ok, super. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez pu échanger entre vous? Est-ce qu'il y a des points saillants à partager sur les échanges que vous avez pu avoir? Des débats, des réflexions? Non, on passe direct au débrief. C'est pas ressorti des échanges que nous avons eus avec les fundraisers. Ça pique trop. Et ça sera un des points d'enseignement que nous allons ressortir. C'est le côté quand même assez optimiste, de notre communauté. Voilà. Et je pense que Daniel a été pas mal sollicité sur cet item aussi de la fiscalité. C'est vrai qu'à aucun moment on a eu ce scénario catastrophiste que tu dépeins. Non, c'est worst case scénario, c'est ces fameuses nouvelles conditionnalités où il y a quand même un certain nombre de causes et de structures qui potentiellement rentrent plus dans les clous, mais évidemment, hein, c'est dans la grammaire prospective, c'est une des ruptures possibles. Après, encore une fois, c'est là où les scénarios tels qu'ils sont conçus, les choix qui sont faits par la communauté sont aussi intéressants que les scénarios en tant que tels. Maintenant, ce fameux scénario avec les nouvelles conditionnalités, clairement, il traite un peu de ce que ça veut dire, ce que ça voudrait dire si en fait c'était une façon de l'aborder en mettant pas le nom dessus, parce que ça pique trop. et parce qu'il y a aussi une partie dans les groupes de travail, il y a aussi des gens pour qui ça n'est fondamentalement pas possible. Oui, tout comme sur une variable sur le volet entreprise, on avait quand même des scénarios extrêmement positifs qui ressortaient. On a dû creuser pour faire ressortir des trucs qui seraient un petit peu moins négatifs que toute une entreprise à mission. Et voilà, donc c'est quand même des sujets aussi de voilà, on porte à travers ça aussi une vision du monde qui est celle qui est portée par vous. Voilà, donc Véronique. Eh ben, je pensais intuitivement, eh ben pas. Mais cette phase d'appropriation par secteur, elle est à venir. C'est-à-dire que maintenant, on va, je le dirai dans la conclusion, mais on aura peut-être des teintes dans la façon dont les secteurs vont s'approprier ou vont lire les choses, qui vont peut-être varier. Mais dans l'élaboration des scénarios, on n'a pas senti vraiment de facteurs déterminants à ce niveau-là. Oui, et puis je pense qu'en fait, c'est très personnel. C'est-à-dire, alors peut-être si on avait fait plusieurs ateliers scénarios avec
on avait fait une démarche énormissime et on aurait pu faire. On prend toutes les hypothèses et on fait les scénarios vus par les fundraisers de la solidarité, les scénarios vus par les fundraisers de l'ESR. Et voilà, bon, c'est à un moment, il faut s'arrêter. Et moi je pensais, mais en fait on sent que c'est vraiment un truc de personne, et en fait c'est aussi quand les gens font les scénarios, ça va plus loin que le secteur pour lequel ils travaillent là maintenant, parce qu'en fait les fundraisers ils sont fundraisers au-delà de leur secteur, quoi. C'est profond, donc c'est l'humain qui parle en fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions? On passe au débrief? Non? Allez, on y va pour le débrief. Alors, selon vous, le scénario le plus souhaitable, c'est à l'extrême majorité le scénario 4. Donc le scénario 4, c'est un fundraising moteur de coopération au service des communs. Et les 3 autres scénarios sont... Mais c'est pas 100%. C'est pas 100%. Après, tous les autres sont égaux. Il y a 3 quarts qui pensent que c'est le scénario 4. Ouais. Et puis divisé par 3, le scénario 1, 2, 3. Alors que pour le scénario le plus redoutable, donc c'est pareil, le scénario 3 qui remporte la très grande majorité, un fundraising recentré sur les hyper-proximités. Personne ne pense que c'est un fundraising moteur de coopération au service des communs, donc ça c'est pas un scoop. Mais quand même pas mal de réponses pour les 2 premiers scénarios, un fundraising sous tension en transformation progressive et un fundraising aux prises avec un fort mouvement d'hybridation profit-non-profit. Pour comparer avec, pareil, le sondage qu'on avait fait pendant l'Open Lab, où le plus souhaitable était... Les résultats sont assez similaires, en fait. Le plus souhaitable... Bon, il y avait quand même un qui nous avait dit que le scénario 1 était le plus souhaitable. Peut-être c'est une erreur de frappe. Mais 96% étaient sur le scénario 4. Et le plus redoutable, le scénario 3, qui est effectivement le plus noir en termes économiques et social, c'est pas forcément le plus redoutable pour tout le monde. Et donc, ça veut dire aussi que, en termes des problématiques qui vont toucher les organisations, pour l'AFF, par exemple, on peut se dire, le truc sur lequel il faut vraiment miser et se préparer à fond, c'est telle chose ou tel type de scénario, parce qu'en fait, il y a 3 scénarios qui sont quand même très redoutés c'est pas négligeable. On peut pas se dire que l'hybridation, c'est redouté que par, c'est quand même 17% des fundraisers pour qui ce mouvement d'hybridation venu du monde marchand, ça fait du scénario ce qu'il y a de plus redoutable. Et donc, il y a une partie des fundraisers qui a vraiment besoin d'accompagner sur ce sujet. Et d'ailleurs, scénario par scénario, comment est-ce que vous vous sentez préparé, plus ou moins bien préparé en fonction du scénario? Donc pour le scénario 1, un fundraising sous tension en transformation progressive, vous êtes une majorité à vous sentir en voie de préparation. On en a pas mal d'entre vous se sentent préparés. Quelques-uns, beaucoup moins, se sentent pas du tout préparés, et quelques-uns se sentent très bien préparés. Voilà, il y a 3 personnes dans la salle qui se sentent très bien préparées. Pour le Sénat, intervenir en juin directement. Pour le scénario 2, un fundraising aux prises avec un fort mouvement d'hybridation profit-non-profit. Alors là, c'est très mitigé. Vous êtes beaucoup pas du tout préparés et en voie de préparation, et très très peu se sentent prêts. Et une seule personne se sent très bien préparée à ce scénario. Donc pareil, on en discute à la fin. On a les noms. On a les noms de toute façon. Le scénario 3, un fundraising recentré sur les hyper-proximités. Alors personne se sent très bien préparé à celui-là. Personne. Il y en a 3 qui se sentent préparés. Et pareil, la très grande majorité, ça se vaut entre en voie de préparation et pas du tout préparé.
Et enfin, le scénario 4, un fundraising moteur de coopération au service des communs. Là, c'est plus panaché. La plupart d'entre vous se sentent en voie de préparation, moins pas du tout préparés. Et pareil, on en a 3 qui se sentent très bien préparés et quelques-uns qui se sentent préparés à cette éventualité. Est-ce que vous avez des réactions à ce palmarès Non. Moi, je trouve ça super qu'il y ait plein de gens qui se sentent en voie de préparation, y compris sur des scénarios un peu, un peu douteux, un peu scabreux, un peu rudes. Et non, je trouve ça chouette. On va approfondir ça, voir ce qu'on en fait pour la suite. Surtout sur ce qui m'interpelle, c'est sur la partie proximité. Faudra voir quand on testera tout ça en région aussi, si les choses sont différentes. Voilà. Peut-être Paris et région. Alors, on va pouvoir poursuivre avec la partie 3. Sur le passage de ces scénarios aux enjeux qu'ont soulevés ces scénarios. Et c'est aussi, on a travaillé sur ces enjeux lors de ce fameux lab durant le séminaire de juin. Noémie, je te repasse le flambeau. Donc c'est un peu ce que je racontais en parlant de méthodologie tout au début. Avoir les scénarios, c'est bien. C'est un premier pas, c'est un pas pour, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être eu des idées pour la première fois ou qui se sont dit ah oui tiens je m'étais jamais dit ça comme ça, donc il y a une forme d'effet anticipation et de diffuser un certain nombre d'idées, un certain nombre de possibles. Encore une fois, tout ça c'est des possibles, et puis le fundraising et les fundraisers de 2033, c'est vous qui déciderez aussi ce qu'ils seront. Et la FF qui vous aidera à mener à bien ce que vous décidez. Mais pour savoir un peu ce qu'on en fait concrètement, et en tout cas ce que l'AFF va en faire pour vous accompagner, on a un peu creusé ces scénarios. Et pendant l'atelier de l'Open Lab en juin, on a fait travailler 4 groupes, un par scénario, sur les enjeux critiques. Vraiment les points les plus saillants. Les enjeux critiques, c'est ceux qui ont le plus d'impact, c'est les enjeux qui chapeautent d'autres enjeux. C'est un peu ce par quoi il faut commencer. Alors, évidemment, ça, c'est un travail qu'on peut mener organisation par organisation. Chaque organisation, chacune de vos structures, face à ces 4 scénarios, elle va ressortir des enjeux critiques, des choses qui viennent l'irriter, des choses qui sont des voies à travailler, très spécifiques. Mais quand même, scénario par scénario, on a sorti, vous avez sorti une liste d'enjeux un peu critiques. Alors dans le scénario 1, ces enjeux les plus critiques, c'est d'abord continuer à mobiliser la générosité qui se dilue dans un monde où de plus en plus de sollicitations, donc c'est une grande concurrence. Comment on fait pour continuer à mobiliser la générosité ? Il y a eu la question de la confiance. Donc tout ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui décide. C'est chaque groupe de travail. Il y avait 8 personnes par scénario qui ont eu envie de parler de ces sujets-là et qui ont identifié ces sujets comme étant critiques. Cette question de la diversification des offres d'engagement a laissé beaucoup de gens un peu en suspens. Comment se positionner, vers où aller, lesquels choisir. On peut pas tout faire, on peut pas diversifier tout partout tout le temps. Il faut choisir, il faut prioriser comment on fait pour le faire. Un vrai sujet de développement des compétences relationnelles et sociales des fundraisers, alors pas qui sont pas sympas, mais vraiment dans les compétences et dans la relation donateur, un vrai besoin de monter en compétences sur ce sujet. Et puis un enjeu de recrutement et de fidélisation des talents, parce qu'on voit bien qu'il y a des métiers qui se développent, la data, les grands dos, et qu'on se demande comment on va réussir à recruter et à fidéliser des talents sur ces sujets-là. Alors, les enjeux en lien avec le scénario 2, la question de l'hybridation profit-non-profit. Donc, le sujet de la réponse à apporter aux nouvelles pressions, voilà, publiques et sociétales. On voit là, il y a
comme on l'a dit tout à l'heure, la question des incitations fiscales, les exigences aussi en termes de responsabilité sociale des organisations qui, on le voit là, pour le coup, dans l'enseignement supérieur, il y a eu de nombreux cas récemment. Et ça va aller en s'accélérant. Négocier avec une forte hybridation, voilà comment on gère cette influence du for profit dans nos écosystèmes. On n'y est pas préparé, ou en tout cas c'est un enjeu de s'y préparer. Affirmer l'éthique et les spécificités du non-profit dans un univers de la collecte en forte expansion. Bon, c'est un sujet d'actualité aussi, vu ce qu'on va avoir cette semaine dans notre secteur. Affirmer l'éthique et les spécificités, c'est un fort enjeu. Gérer le renouvellement culturel des gouvernances. Alors là, on est sur un programme qui va occuper également, je pense, la Fonda, qui lance aussi un travail prospectif, et on va travailler un peu ensemble pour qu'ils reprennent aussi certains éléments de notre étude. Et un enjeu qui nous tient à cœur, qui est de former les fundraisers à de nouveaux mécanismes de collecte, c'est-à-dire de nous-mêmes ouvrir le champ de ce qu'on considère comme le développement des ressources. À toi pour le scénario 3. Donc dans le scénario 3, il y a beaucoup d'enjeux liés au contexte économique, mais un enjeu critique, c'est aussi un enjeu sur lequel on a une marge de manœuvre, parce qu'on n'a pas forcément une marge de manœuvre sur le fait qu'il y ait une crise économique grave. Donc l'enjeu critique, c'est celui dont on peut se saisir pour, encore une fois, agir, parce que le but, c'est de se donner des marges de manœuvre. Alors, toujours une question de positionnement, cette question de la désintermédiation bénéficiaire-donateur, et l'évolution du périmètre des causes. Comment on se positionne dedans ? Est-ce qu'on abandonne ? Comment on réussit à exister en tant que structure collectrice alors que les gens ont envie d'être de plus en plus dans le direct ? Les enjeux, c'est ceux qui ressortent par scénario, mais au final, ils sont potentiellement valables dans d'autres scénarios, un peu sous d'autres formes. La question de l'attente d'engagement extra-financier des donateurs, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont plus de finances à mobiliser pour la générosité, et ce à tous les étages de la pyramide, parce qu'il y a aussi des hauts patrimoines qui se disent qu'ils vont sucrer des dons. Ne pas subir les coopérations parfois forcées avec des partenaires financiers de terrain, ça c'est vraiment au regard de la montée en compétences des fondations de philanthropes, des entreprises qui restent engagées dans l'intérêt général. Comment on ne subit pas, mais on est acteur de ces coopérations-là. La question de l'indépendance et de comment on gère tout ça a été une question qui a été un peu souvent évoquée tout au long de la démarche. Comment maintenir et développer la collecte face à un pilotage variable du développement des ressources selon les organisations, et comment intégrer des profils très variés de fundraisers, à la fois des ultra généralistes et des hyper spécialistes. C'était les points qui sont sortis pour ce scénario. Les enjeux qui ressortent du scénario 4, fundraising moteur de coopération au service des communs, c'est le fait de réussir à trouver sa place dans ce mouvement de coopération, réaffirmer les spécificités du don dans l'ensemble des pratiques vertueuses qui se développent, la question de la gouvernance inclusive et collaborative du fundraising, développer les compétences digitales et d'animation de communauté à la hauteur des besoins, et gérer des profils ayant des parcours professionnels incluant des structures diverses au service du sens et de l'impact. Alors on a des familles d'enjeux qui se... Pardon, je papotais, j'étais pas concentrée. Je vois ça, Noémie, je vois bugué.
Et donc voilà, en retravaillant ce que le groupe avait donné scénario par scénario. Donc là, j'ai pris les enjeux principaux, vraiment ceux sur lesquels qu'ils ont eu envie de partager. Mais il y avait un peu plus large. Et en retravaillant ça derrière, et bien en fait, on se rend compte qu'il y a deux grandes séries d'enjeux. Il y a des enjeux qui sont vraiment des enjeux de développement, de fundraising pur, et puis il y a des enjeux hyper important d'organisation ressources humaines. On a essayé de faire une liste un peu succincte et de les regrouper pour couvrir à nouveau, pour couvrir le champ. Donc il n'y a pas tout, ça n'est pas exhaustif, mais on couvre quand même un gros volet. Dans les enjeux de développement, Zapet. Alors, sur ces enjeux de développement, il y a la question de la captation des donateurs, dans un univers très concurrentiel, avec une hyper-sollicitation. Donc, des sujets sur lesquels on va avoir à cœur de travailler avec vous. Ensuite, l'élargissement des causes et des offres d'engagement. Donc là, il y a évidemment la question du fait que la nature des acteurs qui pourront solliciter est de plus en plus variée, et puis les offres d'engagement de plus en plus variées, engagement financier et extra-financier, donc bénévolat, etc. Achat, on va parler du conso-donateur, on l'a pas consommateur, donateur, citoyen. Voilà, exactement. Le troisième enjeu côté développement, le maintien du développement des ressources. Alors là, c'est toute la question de la désintermédiation en particulier, mais aussi des alliances, comme on fait pour continuer à solliciter quand on est en alliance, quand d'autres aussi peuvent solliciter sur des mêmes causes, mais ils n'ont plus besoin de nous, plus besoin des associations. Et quand on coproduit aussi des sollicitations, donc une chaîne de valeur qui se complexifie autour de la générosité. Et l'anticipation de la contrainte publique et de la pression sociétale, avec les questions d'irréprochabilité, tant sur le plan social qu'environnemental, vont devenir des conditions importantes, des enjeux importants. Sur la partie RH, sur la partie RH, on a la question de la reconnaissance du rôle stratégique des fundraisers. Avec toujours un point important sur la gouvernance et la coopération interne sur le sujet. L'enjeu numéro 2 sur les RH. Allô. Voilà, c'est bien, laisse-les, c'est très bien. L'implémentation de la culture de l'innovation et du financement de la R&D, le recrutement et la fidélisation de talents, qui est de plus en plus complexe à appréhender, et la maîtrise de nouvelles compétences relationnelles, gestion d'activités génératrices de revenus, etc., etc. Digital, évidemment. Alors, sur ces deux familles d'enjeux, quels enjeux prioritaires ? Donc on a travaillé là aussi, l'idée c'est d'être non pas des cordonniers mal chaussés, mais des cordonniers bien chaussés. Et on a commencé un travail d'appropriation de ces enjeux au sein de notre conseil d'administration, puisque nous sommes en travail, nous travaillons actuellement sur un nouveau plan stratégique. Et il s'agira d'intégrer tous ces enjeux, évidemment, dans les actions que nous allons développer à l'avenir. Donc ça, c'est le classement des 8 enjeux par les membres de notre conseil d'administration. Évidemment, à très court terme, les enjeux prioritaires, ils ont été de manière non surprenante, très alignés sur nos métiers traditionnels. Donc sur des choses qu'on a déjà dans les tuyaux et qu'on le point numéro 2 en particulier, la maîtrise de nouvelles compétences, c'est quand même notre cœur de métier.
Voilà, le classement est donc le suivant. L'enjeu numéro 1 était l'implémentation de la culture de l'innovation. Le numéro 2, la maîtrise des nouvelles compétences. Le numéro 3, la reconnaissance du rôle stratégique des fundraisers. Mais il y a eu, on le verra, une assez grande dispersion finalement. Alors il y a eu plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, on s'est dit, on va travailler sur ceux qui ressortent, le tiercé gagnant, parce qu'on n'avait pas le temps de tout couvrir en une seule session de travail. Et donc, on a commencé à cogiter là-dessus, etc. Et en débriefant avec Noémie, on s'est dit, mais en fait, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est qu'on aille voir tous les autres qui semblaient pas évidents, parce que c'est peut-être là, dans les interstices, que ça va se passer, dans les choses qui sont moins évidentes. Pour nous, aujourd'hui, moins cœur de métier. Donc, ça veut pas dire, voilà, c'est pas parce que la question de la chaîne de valeur de la générosité, le numéro 8, et le dernier, là, qu'on ne va pas y aller. Donc là, pour l'instant, on a choisi de prioriser et de se saisir de ces premiers enjeux pour parler de nos actions à mener. Merci. Hop. Alors, la question maintenant, c'est de savoir pour vous quels seraient ces enjeux prioritaires. Et là, on a également donc les questions qui vous ont été posées. Alors, on vous invite à reprendre le QR code et à vous reconnecter au sondage et à répondre à la question 7 de mémoire sur les enjeux qui, selon vous, sont les plus prioritaires. Oui, est-ce qu'il y a des questions sur les enjeux avant qu'on commence et qu'on vous laisse peut-être même échanger les uns avec les autres ? Non, pas de questions sur les enjeux ? Ce sujet des enjeux est clair pour vous ? Donc, comme tout à l'heure, on vous laisse cogiter un petit peu entre vous, voilà, pour savoir un petit peu d'émulation avant de donner vos votes. Ah, attendez, alors j'enlève les premières questions. Voilà, je vous invite à recharger la page. Maintenant, vous n'avez plus que la question sur les enjeux et elle est à choix multiples. Alors, petit débrief de vos... Alors, petit débrief des 3 enjeux qui, selon vous, sont prioritaires. Le premier, c'est pas vraiment une surprise, c'est la captation des donateurs dans un univers d'hyper-sollicitation et de concurrence renforcée, qui, voilà, hein, est le plus gros suffrage. Ensuite, on a largement en tête aussi l'implémentation de la culture de l'innovation et du financement de la R&D. Et en 3e position, mais avec 2 qui sont pas très loin, on a l'anticipation de la contrainte publique et de la pression sociétale, poussant vers un fundraising environnementalement et socialement irréprochable. Mais pas loin derrière, vraiment, on a la maîtrise de nouvelles compétences et la reconnaissance du rôle stratégique des fundraisers dans la question élargie du développement. Très intéressant. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que ça vous... Ouais, moi, je pensais pas, par exemple, que sortirait en 2e l'anticipation de la contrainte publique et de la pression sociétale, poussant un fundraising socialement et environnementalement irréprochable. Enfin, moi, à titre purement personnel, je pense que c'est fondamental, mais que c'est une vraie faiblesse de beaucoup d'organisations qui se sont pas du tout même interrogées. Peut-être qu'elles le sont, irréprochables, mais en tout cas qui se posent pas la question, et que potentiellement le prochain scandale qui pourrait nuire à tout le fundraising, il pourrait venir de là. Mais voilà, mais je trouve ça chouette que vous le pensiez aussi. C'est pas très loin, sauf qu'il y a vraiment... Et puis voilà, et puis la captation des donateurs, qui reste quand même votre cœur de métier dans un univers de plus en plus concurrentiel. Mais voilà, mais la nature de cette... Le premier, c'était la captation. Ouais. Le premier, c'était la captation. Très haut devant. Voilà. Très, très haut devant. Donc, on répète le palmarès. Premier, captation. 2e, implémentation de la culture de l'innovation.
troisième. La maîtrise de nouvelles compétences. Et la reconnaissance du rôle du fundraiser. Non, en vrai, il y a vraiment un qui se détache. Et celui qui est le parent pauvre, c'est l'élargissement des causes et des offres d'engagement. Voilà, l'élargissement des périmètres. Celui-là, il n'a pas plu. Non, il n'a pas plu. Peut-être parce qu'on l'a pas bien écrit. Peut-être que c'est une question de formulation. Peut-être qu'il est difficilement appréhendable. Ok. Alors. Avant d'un petit temps de conclusion, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des surprises, des étonnements, des colères, scènes à partager? Vous êtes des assommés. Choses que vous imaginez déjà ramener dans vos organisations qui vous interpellent, sur lesquelles vous allez pouvoir travailler avec vos gouvernances, par exemple Non. Bon. Vous êtes complètement assommés, c'est ça? Alors, on va passer à la partie conclusion, avant de vous proposer donc un cocktail. Alors, quelques enseignements tirés de la démarche, tirés du processus. C'est ce que je vous disais, c'est que le chemin est aussi intéressant que les scénarios auxquels on arrive. La communauté des fundraisers, comme je vous ai dit, je la connais bien, puisque je vous côtoie tous depuis 25 ans, que j'ai un peu pratiqué moi-même. Et c'est vrai que c'est une communauté qui est à la fois très unie et très disparate. Et donc, c'est ce que je disais un peu en introduction, il y avait un vrai challenge dans cette étude, et on a essayé à chaque fois de recadrer tout ce qu'on faisait en le confrontant à d'autres regards. Par exemple, la première version des scénarios qui a été montrée à l'Open Lab en juin, il y a eu des retours de gens qui disaient mais moi je me sens pas concerné parce que je suis sur tel sujet qui est pas évoqué. Donc on a essayé vraiment de réussir à faire le trait d'union entre tout le monde. Donc forcément ça veut dire que effectivement on n'a pas traité certaines choses ou que ça reste très généraliste. Peut-être qu'en venant ici, vous attendiez, vous espériez avoir le secret du mailing, l'avenir du leg, voilà. Pour pouvoir rester aussi large et toucher vraiment tous les secteurs et tout le monde, clairement, on pouvait pas, ces disparités-là, il fallait qu'on reste sur des scénarios un peu généraux. Et puis voilà, ce que je vous disais, des regards divergents. Il y a eu des zones de tension, ce que Vivien disait, le comportement du consommateur donateur citoyen. Il y a certaines personnes, non, mais moi je n'y crois pas, ça n'existe pas. Et donc est-ce que le groupe, où va le groupe, est-ce que le groupe accepte cette idée, est-ce qu'on en fait une variable à part entière, est-ce que c'est une hypothèse d'une variable évolution du comportement du petit donateur. Voilà, donc cette étude, c'est vraiment aussi un regard sur vous, par vous. Avec des professionnels qui sont hyper engagés, à la fois très lucides. Les ateliers facteurs de changement sont très 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 bruts. Il y a des choses qui sont, moi je pensais pas que une capacité à aller directement sur la crainte, sur ce qui peut faire mal, sur tout ça, pendant l'atelier facteurs de changement. Et puis plus on évolue, plus il faut qu'on grave dans le marbre les hypothèses et qu'on se dise au-delà de ma peur à moi que je partage, qu'est-ce que je vais partager avec les autres et qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme quelle vision j'ai envie d'avoir, et on en arrive à des visions qui sont suroptimistes et où effectivement, comme vous disiez monsieur, par exemple, cette rupture c'était pas possible après. Peut-être que effectivement c'est pas possible. Donc on a tourné autour, on a dit qu'il y avait des nouvelles conditionnalités, mais le groupe, le groupe arrivait pas à se résoudre à avoir écrit noir sur blanc sa disparition pure et simple, voilà. Et puis donc très optimistes sur la générosité, et alors plus pessimistes sur leur propre rôle. Alors ça,
y a-t-il encore un complexe du fundraiser important? À chaque fois qu'il fallait parler de et vous et les fundraisers, comment s'en sortent-ils, et les fundraisers, que font-ils, la variable profil des fundraisers, etc. C'est beaucoup. On sent qu'il y a, notamment dans le lien avec les gouvernances, et c'est pour ça que les scénarios ont beaucoup une partie non négligeable justement sur ces évolutions, et etc. Parce qu'on sent que là, on est sur un irritant. Alors peut-être que c'est pas vrai pour tout le monde, etc. Mais on sent qu'il y a un peu ce complexe du fundraiser qui est tenace. Alors encore une fois, c'est pas tout le monde partout, tout le temps, quoi qu'il arrive, mais voilà. Et sans aller jusqu'à la disparition du fundraiser pour cause de désintermédiation. Non, ça on n'en a pas parlé. Ça n'a pas été abordé non plus. Et puis, vous êtes des professionnels de la vision. Et donc moi, je me disais, ça va être super parce que on va se projeter tous ensemble dans un grand élan collectif. Justement, on va aller chercher cette hypothèse de il y a plus de déduction fiscale, cette hypothèse de on est tous remplacés par des robots. Ça va être foisonnant et on va plus pouvoir s'arrêter. Et en fait, il y a quand même des biais et des freins et des idées reçues très ancrées, notamment sur la générosité. Ça va un peu avec l'optimisme. À la fin de la journée de l'atelier, on a quand même envie de se dire que la générosité est inépuisable et que elle ne s'arrêtera pas et qu'on y arrivera tout le temps, ce qui est, c'est génial. Sur le métier, cette question de la spécificité du fundraiser au service du sens, au service de l'intérêt général, elle est revenue très souvent à plein d'étapes, sous diverses formes. Et ces hypothèses déjà de quelqu'un qui fait de l'engagement, une direction de l'engagement dans une entreprise, peut-être c'est un peu un fundraiser et peut-être en fait il est mieux payé que toi et en fait il fait autant de sens que toi. Il y a encore une fois pas tout le monde, mais on sent que c'est un fort irritant. Cette disruption d'une espèce de monopole du sens qui a existé pendant longtemps, il y a certaines personnes qui ont du mal. Voilà. Et puis, c'est quand même des professionnels de la vision, donc ils ont quand même une bonne capacité à se projeter dans l'avenir. Et moi, je pense à dépasser les biais à la fin de la fin, bien accompagnés par la FF. Alors, oui, pourquoi on est là? Non. Non, ça... Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de réussir à vous accompagner, mais ça, je l'ai déjà dit, en fait. Donc, on va passer, ouais. Donc, notre objectif, côté AFF, et pour nos adhérents et les fundraisers que vous êtes, ça va vraiment être de faire vivre cette étude dans la durée et de vous accompagner dans l'appropriation de ces scénarios et des enjeux qui ont été soulevés. Et on va le faire grâce à la puissance de notre communauté, avec des techniques d'intelligence collective pour poursuivre par secteur, par métier, voilà, pour et par vous, fundraiser. Et également, on réfléchit, alors on est ouvert à toute proposition pour l'instant, aux modalités dont on pourrait aider les associations, plutôt que les entreprises, les associations, les structures, enfin les fondations aussi, à s'approprier ces sujets, ces enjeux. Pourquoi pas faire des ateliers en intra dans les structures. Ça peut servir aussi de temps de réflexion stratégique, de team building, voilà. Donc on est en cogitation sur les formats pour accompagner également les organisations dans leur appropriation. Et on l'a dit, l'AFF elle-même, dans son plan stratégique à horizon 2025-26, aura à cœur d'intégrer tous ces enjeux qu'on a vus. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, là, on est vraiment sur la conclusion. Il n'y avait même pas de slide conclusion. Il y a un merci. Un merci. Merci en tout cas.
Alors, merci à tous ceux qui ont participé à cette démarche. Merci à tous ceux qui contribueront à la faire vivre aussi par la suite. Un grand merci à Noémie pour tout le travail fourni. Un petit applaudissement, deux gros applaudissements. Merci également à Vivien, au graphiste qui nous a fait un merveilleux support là. Et donc on vous invite donc là à aller vous rafraîchir dans la salle, l'ex-salle de. Alors vous avez accès à la salle de dissection. Nous avons bien disséqué les futurs possibles. Allez, à tout de suite autour d'un verre.